À la une de l'actualité ce mardi, l'action en justice du MPP contre le journaliste Ladji Bama. Le journaliste d'investigation est accusé de diffamation. Pourquoi cela? Les explications à suivre tout de suite dans ce journal. Et puis, Solman Bazié sonne de nouveau la mobilisation de ses troupes. 2021 ne sera pas de tout repos. Le leader syndical a annoncé hier les couleurs de lutte pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Et enfin, zoom sur une coopérative dans ce journal, la coopérative Yambade de Nanoro. Elle fait de la lutte contre les sachets plastiques son cheval de bataille, de la collecte à la transformation. C'est toute une chaîne de travail pour la protection de l'environnement. Voici pour les grandes lignes de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus. Solman Bazié a déposé la craie, mais il ne s'est pas désarmé, toujours présent sur le front de la lutte pour de meilleures conditions des travailleurs. À l'occasion de la présentation de vœux de la CGTB, la Confédération générale des travailleurs du Burkina Faso, il s'est montré plus que jamais déterminé, appelant l'exécutif à mettre fin à ce qu'il qualifie de réforme anti-travailleurs. Le secrétaire général de la CGTB, qui ainsi mobilisait ses troupes, a annoncé des actions fortes pour cette nouvelle année. Archimède Boya. L'année 2020 aura été marquée par une répression des travailleurs en lutte légitime, selon le collectif syndical CGTB, Confédération générale du travail du Burkina. Il en veut pour preuve les suspensions et coupures de salaire de travailleurs pour faire de grève, les affectations jugées arbitraires et la traduction en conseil de discipline de son secrétaire général confédéral, Solman Bazié. Tout ceci sous le couvert de la pandémie de la Covid-19. La survenue de la pandémie du coronavirus a servi surtout de prétexte au gouvernement MPP pour remettre en cause les libertés syndicales et démocratiques et a même été utilisé comme un véritable business. Exemple du budget initial du plan de riposte contre la Covid-19 du Centre de riposte aux urgences sanitaires, CORUS, et gestion de 6 milliards de francs de gré à gré en 29 marchés au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales MENAPLN, confère le reporter numéro 293. Au cours de cette rencontre qui fait office de présentation de vœux à leur premier responsable, le collectif remobilise ses troupes et annonce pour 2021 une lutte acharnée pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. L'année 2021 qui commence s'annonce rude, ce d'autant que le pouvoir a clairement indiqué qu'il reste sur la voie des réformes anti-travailleurs. Comme l'a relevé le président du comité d'organisation, ceux qui dirigent le pays ne se sentent pas concernés par leur propre discours sur la nécessité des sacrifices. À preuve, les contrats illégaux qui octroient aux membres du gouvernement et aux présidents d'institutions des salaires bien au-dessus de ceux fixés par les textes. À cela s'ajoute le refus d'exécuter des décisions de justice rétablissant par exemple les militants de l'Alliance Police Nationale ainsi que les 3 militants du SNAID, le syndicat national des agents des impôts et des domaines. Et cette attitude du gouvernement, le collectif syndical CGTB ne l'acceptera pas, indique Solman Bazié. Et puis, je vous l'annonçais en titre, le journaliste Ladji Bama a été traduit en justice par le pouvoir en place. Que s'est-il passé? Eh bien, les faits se déroulent en décembre dernier. Rappelez-vous, de retour de la ville de Dori dans le Sahel, où il avait co-animé un panel sur la corruption électorale. Le véhicule dans lequel le journaliste se trouvait aurait essuyé un tir. Dans son témoignage, notre confrère a pointé un doigt accusateur sur le MPP et la société minière Essakane en ce qu'il soupçonnait ces deux entités. Inadmissible pour le MPP qui l'a attaqué en justice. Écoutons Maître Prosper Farama, le conseil du journaliste d'investigation. Oui, nous avons été constitués par le journaliste Ladji Bama pour sa défense dans le cadre de la procédure introduite contre lui par le MPP. Pour des faits assez simples,
alors qu'il estime que lors d'un de ses voyages, son véhicule aurait essuyé une balle. L'impact d'une balle. Lors d'une interview, le journaliste lui a posé la question de savoir est-ce qu'il soupçonnait des gens. Il a juste répondu qu'il n'avait aucun élément, je reprends ce terme, presque in extenso, je n'ai aucun élément à ce stade pour accuser qui que ce soit, mais j'ai de forts soupçons contre le MPP et sa canne. Et curieusement d'ailleurs, c'est le MPP qui s'est senti diffamé et qui a déposé donc une plainte contre lui. Nous avons plaidé pour démontrer qu'il n'y avait aucun élément constitutif d'une infraction. Parce que d'ailleurs, dans l'article, il n'a même pas visé le MPP. Il a dit le parti au pouvoir. Bon, en droit, mais ce n'est pas un élément de notre avis suffisant pour déterminer la partie visée. En plus, nous avons dit que le jugement de soupçon n'est pas l'imputation d'un fait. Le fait de dire que je soupçonne une personne, n'est pas l'imputation d'un fait qui fait qu'en droit, on puisse considérer qu'il y a un élément, un commencement d'éléments factuels pour dire qu'il y a diffamation. Ce n'est qu'un jugement, surtout qu'il prend le soin de préciser qu'il n'a aucun élément pour accuser qui que ce soit. Enfin, nous avons plaidé pour démontrer très clairement que l'honneur et la considération du MPP ne pouvaient pas être ternis par le fait que quelqu'un dise qu'il soupçonne. Un litige qui oppose un plaignant, le MPP, à la défense qu'est Ladji Baman et ses conseils. Pour être plus complet sur le sujet, nous vous proposons la réaction du plaignant, à savoir le MPP, dans notre session de ce 19h30. À noter que c'est ce lundi 1er mars que Ladji Baman a comparu devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou. On apprend que le parquet a requis contre le rédacteur en chef du courrier confidentiel une peine d'emprisonnement de 2 mois et une amende de 250 000 francs CFA assortie de sursis. La délibération, elle, est prévue pour le 15 mars prochain. La justice, un préalable pour la réconciliation nationale tant recherchée. C'est l'avis de l'Association des blessés de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Elle a fait savoir hier au cours de sa visite chez le ministre en charge de la réconciliation nationale où il a interpellé Zéphirin Diabré à se pencher sur le sort des blessés en quête urgemment de soins sanitaires. Archimel Boy. Les blessés de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, reçus par Zéphirin Diabré ce 1er mars. Ces victimes sont venues exposer au ministre en charge de la réconciliation nationale les cas de certains de leurs camarades nécessitant une prise en charge sanitaire urgente. Et ces différents cas sont contenus dans ce mémorandum. Et ce mémorandum passe par deux points. Et l'essentiel, c'est les questions de santé liées aux blessés de l'insurrection, à savoir une carte qui permettra aux blessés de pouvoir avoir un suivi en ce qui concerne leur mal qu'ils ont, donc les blessures liées à l'insurrection. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour ces points-là. Et nos doléances concernent ces points, santé, justice et réconciliation. Et dans sa conception du processus de la réconciliation nationale, l'Association des blessés de l'insurrection populaire estime qu'une fois la justice rendue, l'on peut aller à l'étape du pardon. La réconciliation, c'est la nature même de Burkinabé, c'est de s'accepter entre nous. Et ça, je sais que moi-même, je vis ça depuis que je suis petit. J'ai toujours demandé pardon et on m'a toujours pardonné. Et donc, j'estime que si seulement le vœu est de venir à la réconciliation, c'est de parler de manière franche afin que les cœurs soient apaisés. L'Association des blessés de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 compte plus de 250 victimes. Lors de sa dernière sortie médiatique en septembre 2020, elle invitait le gouvernement à se pencher sur la situation sanitaire de ses membres. La réconciliation et la cohésion, chères aussi aux Béninois vivant au Burkina Faso, ils ont institué le Conseil des Béninois du Burkina Faso qui s'en charge. Depuis ce 27 février, c'est Cyril Attignon qui préside à la destinée de ce conseil. Abdou Aziz Sarré a suivi son installation pour nous. Il nous en parle. C'est cet homme, Cyril Attignon. Élu avec un suffrage de 22 voix sur 29 votants, il occupe désormais la présidence du Conseil des Béninois du Burkina Faso. Une organisation qui jusque-là
était dirigée par Charlotte Mpefa, la mandatée du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, HCBE. Installée officiellement ce 27 février, la mission de Cyril Attignon sera de défendre les intérêts de quelques 10 000 Béninois vivant au pays des hommes intègres. Mais avant sa prise de fonction, les masques Zangweto, venus spécialement du Bénin, lui apportent leur soutien spirituel. Nous avons beaucoup de nos concitoyens qui sont même ici. Prenons simplement le cas des étudiants qui viennent pour étudier leurs conditions de vie. Ne sont pas ça fait même pleurer souvent le comité d'organisation qui faisait ce tour. Et si j'ai été élu président, c'est parce que j'ai une vision d'ailleurs de papa qui peut voir à ma hauteur comment changer ces paramètres. Selon la mandatée du HCBE, le président entrant a déjà effectué avec elle de nombreux voyages à l'intérieur du Burkina Faso pour s'imprégner des réalités de ses compatriotes. Elle invite à poursuivre cette action tout en apportant une assistance à ceux qui seraient dans des difficultés. Elle invite également Cyril Attignon à œuvrer pour l'union de tous les Béninois vivant sur le territoire burkinabé. Il y a une division qui est là, c'est pourquoi nous, on a amené le Haut Conseil pour pouvoir réconcilier les Béninois vivant au Burkina Faso. Donc il a déjà vu comment j'ai travaillé et c'est ça, je viens de lui dire de continuer à recenser, mobiliser nos frères béninois qui sont dans les contrées et faire une réconciliation. Voilà, donc je sais que ça doit aller entre nous et puis le flambeau du Bénin sera très haut. Le président du Conseil des Béninois du Burkina Faso est élu pour un mandat de 4 ans non renouvelable. Parlons environnement à présent. Vous le savez, les sachets plastiques constituent un véritable danger pour l'environnement. Lutter contre la prolifération de cet ennemi de la nature, c'est le combat que mène la coopérative Yambadé à Nanoro dans le Boulkiemdé. De la collecte à la transformation des sachets plastiques en table-banc, c'est toute une chaîne de travail pour la protection de l'environnement que Magid Bakouan a suivi de près pour nous regarder. Ces femmes issues de la coopérative Yambadé donnent une seconde vie aux déchets plastiques. Chaque jour, environ 1500 kg de déchets plastiques sont déversés dans la commune de Nanoro. Ces femmes procèdent donc au tri des déchets pour extirper les sachets plastiques qu'elles transforment en mobilier scolaire. Aujourd'hui, à travers cette activité, il y a 3 couches sociales qui bénéficient de ça. Premièrement, il y a les groupements et les associations de femmes qui s'en chargent un peu de la collecte. Deuxièmement, il y a des jeunes qui sont au niveau de la faune, c'est eux qui font la production. Et troisièmement, il y a les choses, je veux dire, le côté écologique qui est plus bénéfique. Aujourd'hui, c'est grâce vraiment à ces femmes, à ces jeunes, surtout avec les membres fondateurs depuis 2002, tous ces efforts qui font qu'aujourd'hui, on est arrivé vraiment à faire des produits vraiment écologiques. Ces produits fabriqués à base de sachets plastiques sont plus économiques et plus durables, selon les spécialistes de la coopérative. Si tu compares la durée de vie d'une table-banc en bois et une table-banc en plastique, je peux dire il faut multiplier par 10. Surtout si ce sont des aldis, ça c'est à vie. Aujourd'hui, je peux dire les partenaires travaillent sur les tablements parce que c'est là où la demande elle est plus forte. C'est là où on coupe plus de bois pour faire des tables-bancs. Donc aujourd'hui, je peux dire que la coopérative a un objectif aussi de limiter la déforestation. Vous savez, de nos jours dans les pays sahéliens, comme le Burkina, le bois se fait de plus en plus rare. Par cette action, la coopérative veut lutter contre la prolifération des sachets plastiques, véritable danger pour l'environnement. Aujourd'hui, l'objectif d'abord, c'est assainir l'environnement, faire des produits qui viennent en substitution du bois. Et en plus aussi, éviter la mort de nos cheptels d'animaux. Et en plus aussi, côté agriculture, nous savons aujourd'hui que les sachets plastiques constituent vraiment un ennemi pour le sol dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, nous ne valorisons que les sachets plastiques. Sinon, on peut valoriser même le plastique dur. Mais la coopérative a sa devise qui est la victoire sur les sachets plastiques. Le projet de la coopérative a séduit l'ONG Res Publica. Elle offre un atelier de recyclage de sachets plastiques à la commune de Nanoro. Un atelier équipé qui a coûté un peu plus de 15 millions de francs CFA. Nous
l'ONG Respublica, comme je l'ai dit, est soucieuse du développement de la zone et de ce territoire. Et à ce titre, à la découverte de l'activité de la coopérative Yambadé, nous avons décidé de travailler ensemble et de les accompagner financièrement en réalisant ce centre aujourd'hui, cet atelier ici, qui est une réalisation que nous avons financée dans le cadre de notre partenariat pour pouvoir collecter sur la zone les sachets plastiques. Nanoro, je peux dire, c'est la deuxième commune qui a bénéficié de l'atelier grâce vraiment au partenaire l'ONG Respublica qui a financé l'installation de cette unité pour que vraiment que la commune de Nanoro soit la commune la plus propre. En plus de protéger l'environnement contre les déchets plastiques difficilement dégradables, ce projet offre des possibilités d'emploi importantes. On compte plus d'une centaine de femmes et jeunes engagés dans les 4 unités de valorisation de déchets plastiques que compte la coopérative. Un système de protection de l'environnement qui génère des revenus, la transition est toute trouvée pour parler économie et on s'intéresse ce 13h aux sources de financement des terroristes. Ce qu'il faut savoir, c'est que leurs premières ressources se capitalisent sur fonds propres. Ils créent des zones sous leur emprise et imposent leurs dictats qui génèrent à son tour des ressources, des systèmes d'imposition révélés dans le rapport 2020 du Conseil économique et social, nous dit Benjamin Kwame. Il y a 7 principaux groupes rebelles et ou terroristes actifs à travers le monde, selon Interpol. Information rapportée par le Conseil économique et social burkinabé. Ces terroristes utilisent tous les moyens possibles pour se financer afin d'exécuter leurs besognes. Selon les dernières données révélées par l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée, les ressources de ces terroristes s'établiraient à plus d'1 milliard de dollars, soit plus de 750 milliards de francs CFA. Une somme qui se fait par donation ou encore par microfinancement extérieur et tous les secteurs d'activité sont visés. Ils ont leurs fournisseurs, ils ont leurs passeurs, ils ont tous les financiers, tout. Dans tous les secteurs, il y a des pays qui sont dénoncés comme soutenant les activités de ces organisations qui sont très bien connues d'ailleurs et qui officiellement financent un certain nombre d'activités. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent effectivement qui sont en jeu. C'est-à-dire, souvent on connaît les budgets qui sont destinés par exemple à la promotion de telle activité, mais derrière les détournements qui se font, ça on ne sait pas. Quelles destinations prennent souvent l'argent qui n'est pas vraiment sale? S'il y a de l'argent propre qui circule avec ces terroristes, il ne faut pas oublier les trafics illicites. En parlant du blanchiment de capitaux, l'un des aspects sur lesquels s'est attardé le rapport 2020 du Conseil économique et social. En dehors du financement extérieur, un coin de voile a été levé sur l'autofinancement de ces terroristes. Il se rapporte au vol de bétail, au braquage à main armée, au braconnage et surtout au trafic de drogue. On sait qu'il y a une part de financement extérieur, mais quand vous lisez le rapport confirme effectivement un certain nombre de pratiques qu'on a vues. Vous avez vu quand vous en avez vu les prédations sur le bétail des gens, c'était systématique. Soit c'est pour la nourriture, soit c'est pour les revendre sur d'autres marchés et ça fait des revenus, j'allais dire monétaires. On a vu aussi des attaques des domiciles où on a emporté des butins, de l'argent, pas que de l'argent, des vivres aussi. Les braquages qu'on a vu un peu partout. Donc, le rapport a essayé d'identifier un certain nombre de sources de financement qui permettent d'alimenter l'action de ces terroristes-là. À cela, il faut ajouter le système d'impôts et de redevances qui permet de générer d'importants revenus, comme ce fut le cas avec les Moudjahou dans le nord du Mali. Quand ils ont conquis, ils sont dans une région qu'ils contrôlent, où les populations sont soumises à leur dictat. Donc, une sorte d'impôt, l'État impose bien les citoyens. Donc, eux, comme c'est un autre État qu'ils veulent créer, ils ont des moyens de subsistance de cet État qui, en l'occurrence, sont les taxes qu'ils imposent contre la protection qu'ils leur délivrent dans leur territoire. Le rapport du Conseil économique et social indique aussi que dans le Sahel burkinabé, des pratiques de prélèvement de la zakat, une sorte d'impôt, sont récupérées auprès des populations des zones sous emprise de ces groupes armés. À côté, il y a des enlèvements contre rançon et le trafic des biens culturels, des activités qui génèrent d'énormes ressources que les gouvernants des pays de l'UEMOA devraient travailler à stopper. Je crois qu'on dit l'argent c'est le nerf de la guerre. Je
crois que pour tous les pays qui luttent, en lutte contre le terrorisme, là, c'est déjà connaître leurs sources de financement et puis couper ces sources de financement au maximum. Ils vont toujours s'adapter, c'est une guerre. Donc ils auront toujours des astuces pour se financer. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans le système classique, via les banques, c'est pratiquement difficile de financer ces activités illégales. Sinon, on vous prend. Donc, ils développent d'autres techniques informelles et c'est aux services financiers, de nos États, aux renseignements, d'infiltrer et puis de casser à nouveau ces systèmes jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la capacité, c'est-à-dire de réduire. Quand ils n'auront pas assez de ressources, ils seront moins actifs et moins dangereux. Il est bon de le savoir, de 2015 à 2020, 1655 personnes ont été tuées dans les attaques terroristes au Burkina Faso. De ce nombre, on note 436 forces de défense et de sécurité tombées, les armes à la main. Le tour d'horizon de l'actualité internationale nous conduit au Nigeria où les jeunes adolescentes enlevées vendredi dernier dans leur pensionnat au nord du pays viennent d'être libérées. Au nombre de 279, elles ont été conduites dans les locaux du gouvernement à Zamfara. Pendant ce temps, au Niger, l'opposant Ama Amadou se voit privé de sa liberté. Il est soupçonné d'avoir joué un rôle dans les manifestations post-électorales. L'opposant Ama Amadou a passé sa première nuit à la prison de Filengue à Niamey au Niger. Il est soupçonné d'avoir joué un rôle dans les heures qui ont suivi la proclamation des résultats du scrutin présidentiel du 21 février. Une élection remportée selon la commission électorale par Mohamed Bazoum. L'opposant Ama Amadou s'était présenté de lui-même vendredi à la police de Niamey, où il a passé 3 jours en garde à vue avant d'être emprisonné sur décision du doyen des juges d'instruction chargé de son dossier. Tout comme lui, d'autres personnes sont également détenues pour les mêmes chefs d'accusation, complicité ou encore destruction de biens publics. Considérée comme un challenger à la présidentielle, la candidature d'Ama Amadou avait été invalidée en raison de sa condamnation à 1 an de prison pour une affaire de trafic de bébés. C'est dans un hijab bleu que les jeunes adolescentes enlevées le vendredi dernier dans le pensionnat de l'école secondaire de Djanguébé sont arrivées dans les locaux du gouvernement de Zamfara ce vendredi. Elles auront passé 5 jours aux mains de leurs ravisseurs, des hommes armés appelés bandits et qui sèment la terreur dans les régions du nord-ouest et du centre en orchestrant des enlèvements et des vols de bétail. C'est la 4e fois en seulement 3 mois que des enfants sont kidnappés dans leur dortoir. Les autorités de l'État de Zamfara n'ont pas révélé les conditions de la libération de ces jeunes filles. Cependant, plusieurs s'accordent à dire que des rançons ont été versées aux bandes armées. Ce sont les responsables de l'État de Zamfara qui avaient d'ailleurs négocié la libération en décembre dernier des 344 garçons enlevés par des bandits dans leur pensionnat dans l'État voisin de Katsina. Ce nouvel enlèvement de masse avait ravivé le souvenir du rapt de Chibok en 2014, lorsque le groupe djihadiste Boko Haram avait enlevé 276 lycéennes. De retour chez nous au Burkina Faso, si vous êtes sorti de chez vous ce matin, vous avez dû constater ce mauvais temps. Ouagadougou, la capitale burkinabé, enveloppée par la poussière. Prenez donc soin de vous et des autres autour de vous. Profitez surtout de chaque instant comme vous pouvez. Témoignez votre affection à vos êtres chers, car dit-on, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Voilà qui met fin aux actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de nous avoir reçus chez vous. Bonsoir et à demain.